L'incroyable histoire de Mischa Pashka. Une histoire de Guylaine Biondi. Avec Mischa Pashka, Babouchka, Baba Yaga, les poissons, les loups. Dans une isba perdue au fond des bois, vivent Mischa Pashka et sa grand-mère, Babouchka. Chaque soir, lorsque la bise souffle à leur porte, Babouchka s'installe près du feu et raconte des histoires. Des histoires de princes et de princesses, mais aussi l'histoire d'une terrible ogresse. Mischa adore quand sa grand-mère prend sa grosse voix et s'écrie « Je suis Baba Yaga et je peux mettre 1000 enfants dans mon estomac. » Il éclate de rire et saute dans ses bras. « Voyons, je suis grand, Babouchka. Je ne crois plus à Baba Yaga. » Le lendemain, quand Mischa file vers le lac gelé avec ses patins, les histoires de Babouchka lui semblent bien loin. Mais, un matin, il entend les loups hurler près du chemin. Mischa connaît bien leur langage. Pourtant, il ne les a jamais entendus crier ainsi. Étrange. Arrivé au lac, Mischa creuse un trou dans la glace et agite un roseau dans l'eau. Pour les poissons, c'est un signal. Le jeune garçon leur apporte toujours un peu de pain avant de chausser ses patins. Bon appétit! Mischa jette quelques miettes à ses amis quand une ombre inquiétante se dessine devant lui. Baba Yaga! Elle est encore plus terrifiante que dans les histoires de Babouchka. Effrayé, Mischa n'ose plus bouger. L'ogresse s'approche de lui, le renifle et ricane. Tu ferais un excellent déjeuner. Mais tu as de la chance. Je viens de manger 2 gros bûcherons et un délicieux petit garçon. Je n'ai plus de place pour toi dans mon estomac. Profitant de ce répit inespéré, Mischa s'éloigne de l'ogresse à toute vitesse. Mais Baba Yaga le rattrape d'un pas et le soulève par le col de son manteau. Tu croyais pouvoir m'échapper? Sache que maintenant, tu es mon prisonnier. Sur son visage se dessine alors une horrible grimace. Et d'un coup de talon, elle brise la glace. J'ai besoin d'une bonne sieste pour digérer. En attendant, ce bain te fera le plus grand bien. À midi, je serai là et toi, tu seras mon repas. Puis brusquement, elle lâche Mischa.
Le souffle coupé, Misha essaie de nager, mais ses membres sont paralysés par l'eau glacée. Il parvient cependant à atteindre la poche de son manteau. Il attrape le roseau et se met à remuer l'eau. Les poissons arrivent aussitôt. Il faut se dépêcher. Il est en train de se noyer. Sans attendre, ils s'unissent pour pousser Misha jusqu'au rivage. Mais le jeune garçon est trop fatigué pour sortir de l'eau et monter sur la berge. Soudain, Misha voit passer les loups près du lac gelé. Il réunit ses dernières forces pour les appeler. Les loups l'entendent. C'est le petit garçon qui parle notre langue. Il est en danger. Vite, ils saisissent Misha, le déposent sur la neige et se couchent tout autour de lui pour le réchauffer. Quelques heures après, Misha est de nouveau sur pied. Il remercie ses amis et réfléchit. Comment se débarrasser de cette ogresse? Mais il n'a pas le temps de trouver un plan. Déjà, la cloche du village sonne midi. Douze coups. Et la voilà. L'affreuse, la terrible Baba Yaga. Furieuse, elle s'avance vers Misha. Comment as-tu fait pour te sortir de là? Misha hésite. Ça y est, il a une idée. C'est simple, je me suis transformée en grenouille et hop, j'ai sauté hors de l'eau. Baba Yaga n'en revient pas. C'est impossible! Seuls les ogres et les ogresses ont le pouvoir de se métamorphoser. Et, pour le lui prouver, elle se transforme en ours brun. Misha hausse les épaules. C'est facile. Cet animal est aussi gros que toi. Je suis sûre que tu ne peux pas te changer en toute petite bête. L'ogresse s'étrangle de rage. Ah oui! Et en quel animal veux-tu donc que je me transforme? Misha répond sans hésitation. En moustique. Alors, sans réfléchir, Baba Yaga relève le défi. Mais, dès qu'elle s'est transformée, un poisson bondit hors de l'eau et hop, il la croque. Cette fois, c'est Misha qui se met à ricaner. Tu vois, Baba Yaga, tu as trouvé plus fort que toi. Mais il ne s'attarde pas. Il est pressé de rentrer dans son isba, pressé de tout raconter à Babouchka. Près du feu, sa grand-mère écoute son histoire avec attention. Oh, quelle aventure! Tu ne manques pas d'imagination, mon petit garçon. Misha sourit.
Sa grand-mère ne le croit pas, mais tant pis, il connaît la vérité. Et le soir, il s'endort avec son secret. Grâce à moi, plus personne n'aura à craindre Baba Yaga. La tarte au secret. Une histoire avec Thomas, Pablo, Le roi. Le dragon. Le géant. Dans le lointain château des Trois Tours, tout commence dès le lever du jour. À peine sortis du lit, les deux princes héritiers se lancent dans une bataille d'oreillers. Thomas crie le premier. je serai un bien meilleur roi que toi. Mais Pablo réplique aussitôt. Taratata, j'aimerais bien voir ça. Et c'est ainsi toute la journée. Course en sac à reculons. Championnat de catapulte. Duel au bilboquet. Rien ne parvient à départager ses majestés. Alors, un matin, au petit déjeuner, le roi en a assez. Il tape du poing sur la table et s'écrie. Ça suffit, la comédie. Dans la salle, un bref silence s'installe. Puis, la dispute reprend de plus belle. Que faire? Soudain, le regard du roi se pose sur un gâteau au raisin. Et une idée lui vient. Mes fils, inutile de vous disputer. Pour obtenir ma couronne, il vous suffit de me préparer une délicieuse tarte au secret. L'instant d'après, Thomas et Pablo feuillettent tous les livres de cuisine de la bibliothèque du château. Seulement, pas la moindre recette de tarte au secret. Cette tarte doit sans doute être exceptionnelle. Dans son coin, Pablo réfléchit. Préparons au moins quelque chose d'incroyablement bon. Quelque chose comme une tarte aux œufs de dragon. Au même moment, Thomas se dit... Préparons au moins quelque chose de vraiment étonnant. Quelque chose comme une tarte à l'abricot géant. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ou presque. Les deux recettes ne sont pas si simples à réaliser. Pour trouver ces œufs de dragon, Pablo explore les cavernes des environs. Malheureusement, il tombe nez à nez avec un dragon mal luné. Quelle mauvaise idée de venir me déranger. Et si je te changeais en caramel grillé? Demi-tour! Trop tard! Les flammes du dragon atteignent son pantalon. Oui, fichu dragon! Vite, Pablo court jusqu'au douve du château et plouf! Il saute dans l'eau. De son côté, Thomas est parti cueillir son abricot dans un jardin
un peu surprenant. Le jardin d'un géant. Mais il déchante tout aussi rapidement. Car non seulement les fruits sont géants, mais les arbres également. Oh, hiss! Le prince tente d'escalader une branche lorsqu'une grosse voix résonne. Halte là, microbe! En un éclair, le géant, pas prêteur, lui offre un vol plané d'un coup de gant. Fichu géant! Pauvre Thomas. Il passe au-dessus des douves du château et pouf! Il atterrit dans l'eau. Les deux frères se retrouvent nez à nez et ils rient tant et tant qu'ils ne pensent plus à se disputer. Pablo aide son frère à se relever. Et si on se donnait un petit coup de main? Thomas accepte sans hésiter. Allons-y, frérot, c'est parti! Au château, quelque temps plus tard, d'étranges rumeurs circulent dans les couloirs. On raconte que les fils du roi font des choses bizarres. Quelqu'un les a aperçus narguant un vieux géant. Un autre jure les avoir vus tordre la queue d'un dragon cornu. Ha ha! Pablo et Thomas savourent encore leurs exploits. À présent, ils s'activent en cuisine. Sucre, beurre, farine, les casseroles chauffent à plein régime. Sitôt leur tarte terminée, les deux princes ne résistent pas à l'envie de se faire goûter. Thomas félicite son frère. Oh, pas mal du tout! Ces œufs donnent un léger parfum de crème brûlée. Mais Pablo reste insatisfait. Il manque un petit quelque chose, non? De l'abricot, peut-être? Les deux frères se sourient. Et s'ils la préparaient ensemble, cette fameuse tarte? Le lendemain, au lever du jour, rien n'est plus pareil au château des Trois Tours. Quelle surprise pour le roi! Ses deux fils lui apportent le petit déjeuner au lit. Et sur le plateau, posé à côté de son chocolat chaud, trône une magnifique tarte à l'abricot. Une tarte au savoureux parfum de crème brûlée. Le roi sourit. Il est ravi. Son plan fonctionne encore mieux qu'il ne l'avait imaginé. Chut! Ni vu, ni connu, avant de couper la tarte, il glisse un bouton royal à l'intérieur. Puis, il distribue une part à chacun. Vient enfin le grand moment. Le roi croque sa part d'un air gourmand et s'écrie brusquement: Oh! Voilà le secret! Ses fils le regardent, étonnés. Certes, leur tarte est un brin extraordinaire, mais elle n'a rien de secret. Alors, le roi leur montre le bouton royal. C'est aussi simple que ça. Celui qui trouve ce bouton devient roi. Depuis, chaque année, les deux princes préparent ensemble une grande tarte. Le plus chanceux, celui qui trouve le bouton royal à l'intérieur, devient roi, jusqu'à l'année d'après. C'est la recette exacte de la tarte au secret.
J'apprends à lire présente le château de la peur. Avec Le prince Ivan. les monstres, La princesse Zina. les visiteurs, les princes. Le prince Ivan est vampire, comme son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Mais il en a assez de semer la terreur en douce dans l'obscurité. Lui, il rêve de gloire, de célébrité. Et pour cela, il a une formidable idée. Il fait ses malles, quitte sa sombre Transylvanie et choisit un beau château à vendre dans un charmant pays. Voilà exactement ce qu'il me faut. Je vais métamorphoser ce château. Et quand j'aurai fini, le monde entier se précipitera ici. Le prince Ivan commence par chercher une équipe de choc. Tous les monstres des environs se bousculent au portillon. Ivan fait le difficile. Toi, tu n'es pas assez poilu. Suivant. Toi, tes yeux sont à peine globuleux. Suivant. 8 jambes seulement. Tu te fiches de moi. Suivant. Les monstres choisis sont encore trop beaux, trop gentils. Ivan ronchonne. Même les enfants n'auront pas peur si vous ressemblez à de petits monstrounets. Arrangez-vous, bon sang. Couvrez-vous de pustules. Aiguisez-vous les dents. L'équipe est prête, mais Ivan n'est pas encore satisfait. Regardez-moi ce château. On se croirait dans un conte de fées. Allez, au boulot. Aussitôt, les monstres nappent le sol de limaces écrasées, tapissent le plafond de toiles d'araignée. À la fin de la journée, tout est terrifiant à souhait. Et c'est le succès! Dès son ouverture, le château de la peur attire des milliers de visiteurs. Le dragon grille les fesses à la bonne température. La marmite de la sorcière est pleine d'enfants qui pataugent en criant. Le public est ravi. Ivan, le prince des ténèbres, aussi. Un soir, tandis que les monstres se reposent en regardant leur série préférée, quelqu'un vient à frapper. Des grognements s'élèvent alors du vieux canapé. Va ouvrir, toi. Non, toi! Pourquoi, moi? Tu as peur ou quoi? Une voix mouillée sort de sous un parapluie. Excusez-moi. Je suis une princesse et je cherche un prince charmant. Un peu
surpris, Yvan éclate de rire. Toi, une princesse? Tu n'as ni couronne, ni robe qui brille, ni rien du tout. Heureusement, l'inconnu garde toujours dans sa valise un petit poids et 18 coussins. Elle fait le test de la principauté. Prendre une chaise, poser le petit poids dessus, le recouvrir de 18 coussins, s'asseoir au sommet et se mettre à crier pour prouver qu'on est une vraie princesse, avec des fesses royalement sensibles. Vous me croyez là? Bon, je reprends. Je suis la princesse Zina. J'ai un mois pour trouver un prince charmant. Sinon la fée d'Élogie me change en crapaud gluant. Berk. J'ai horreur de baver. Bref, je veux voir tous les princes de ce pays. Et pour cela, j'ai une idée de génie. Zina se penche et murmure. Gros chantier. Le lendemain, les monstres attaquent le travail. Les uns clouent, les autres taillent. Une tour de 5, 10, 20 étages se dresse peu à peu au milieu du château. On n'a jamais rien vu de si haut. Pas de temps à perdre. Zina grimpe au sommet de la tour et s'échauffe la voix. Puis elle hurle de toutes ses forces. Ni une ni deux, tous les princes du pays accourent. Quoi? Une princesse en danger? Filons, venons la sauver. En attendant leur tour, les princes papotent. Les princesses d'aujourd'hui sont compliquées, mon ami. J'en ai connu une qui avait avalé une pomme de travers. Et moi, une qui avait perdu sa pantoufle de verre. Pour la lui retrouver, j'ai dû remuer ciel et terre. Dans le château, pendant ce temps-là, les monstres s'en donnent à cœur joie. Les princes sont assez ridicules avec leurs caleçons à fleurs, leurs cheveux à l'envers et leurs maillots tricotés par leur reine-mère. Ils sont rigolos, mais ils ne sont pas charmants. Zina s'inquiète. Ces princes-là n'arrangent pas mon affaire. Yvan s'avance, un peu vexé. Un prince des ténèbres, ça compte pour du beurre ou ça compte pour un prince? Zina rougit, pâlit, bafouille. Je veux dire, mon prince charmant, ténébreux ou pas, mon prince préféré, c'est toi. Et elle saute dans ses bras. Aujourd'hui,
Le château de la peur et sa célèbre tour attirent des visiteurs du monde entier. On raconte même qu'une princesse vampire vit là-bas. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. En tout cas, Zina s'est laissé pousser les dents et ça lui va plutôt bien. Maintenant, on est grand, on apprend à lire. On a droit au roman, mais premier j'aime lire. Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout un monde à découvrir, mais premier j'aime lire. Léo et le voleur de dragons. Chapitre 1. Grand feu. Le chevalier Hubert chevauchait tranquillement. Il réfléchissait aux moyens de devenir riche et admiré, mais sans risquer sa vie. Soudain, une bête énorme sortit du bois qui bordait la route et se dressa devant lui. C'était un dragon. Le chevalier tomba à la renverse et se réfugia sous son cheval en suppliant « Pitié! Pitié !» C'est alors qu'un jeune garçon apparut et s'exclama « Messire, ne craignez rien, ce dragon est inoffensif. »« Comment ça? Inoffensif ?» balbutia le chevalier terrifié. Le garçon expliqua au chevalier. J'ai trouvé ce dragon quand il était tout petit. Il a grandi avec moi et il est très gentil. Il s'appelle Grand Feu. Et moi, Léo. Le chevalier se releva, très énervé, et grogna. À cause de ton dragon, j'ai failli me rompre le cou. Je pourrais te faire pendre pour cela. Puis il se radoucit et dit « Mais je suis prêt à oublier cet incident. En échange d'un bon repas. » Léo invita le chevalier dans sa maison. Comme le chevalier posait des questions sur Grand Feu, Léo sortit un sifflet de sa poche et dit fièrement « Regardez ce que je lui ai appris. » Léo siffla 3 coups. Aussitôt, Grand Feu se dressa sur ses pattes arrière. Puis, Léo siffla 2 coups. Le dragon fouetta l'air de sa queue et projeta une grosse bûche dans la cheminée. Ensuite, Léo siffla un long coup. Une flamme jaillit de la gueule du dragon et mit le feu à la bûche. Le chevalier n'en croyait pas ses yeux. « C'est très pratique !» plaisanta Léo. Et pour finir la démonstration, Léo siffla un coup bref. Alors Grand Feu se coucha à ses pieds et ne bougea plus. Pour récompenser son dragon, Léo lui lança une pomme. Grand Feu l'avala en un clin d'œil. Les yeux du chevalier Hubert se mirent à briller d'une étrange lueur. « C'est très intéressant, » murmura-t-il. Après le repas, quand le dragon fut endormi, le chevalier Hubert attendit que Léo lui tourne le dos et il l'assomma. Le lendemain, Léo se réveilla avec une bosse sur le crâne. Il constata que le chevalier était parti. Léo chercha en vain Grand Feu, mais son dragon avait disparu lui aussi, ainsi que sa charrette et une grande bâche.
Léo remarqua également qu'il n'avait plus son sifflet et que sa réserve de pommes était vide. Il pensa, avec tristesse et colère, « Le chevalier a sûrement utilisé les pommes pour attirer Grandfeu. » Chapitre 2. Le plan du chevalier Hubert. Léo se mit en route, bien décidé à retrouver son dragon. Après plusieurs jours de marche, il arriva dans un village. Les habitants étaient tous occupés à reconstruire des maisons à moitié brûlées. Léo demanda « Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un dragon qui… » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. « Un dragon !» s'exclama un vieux villageois. « Bien sûr que nous en avons vu un ! Il a failli détruire notre village !» Un autre villageois ajouta. « Heureusement que le chevalier Hubert passait par là. Il a terrassé le monstre. Il a bien mérité les pièces d'or qu'il nous a réclamées. » Léo blêmit. « Et où est le dragon ?» Le villageois répondit. « Le chevalier Hubert l'a emporté avec lui comme trophée. » Léo comprit alors que le chevalier utilisait son dragon pour s'enrichir. Il se remit en route et finit par arriver en vue d'une colline. Au sommet se dressait un château. Une foule s'était rassemblée en bas de la colline. Léo demanda ce qui se passait. « Un terrible dragon attaque le château du roi Édouard. Les gardes se sont enfuis et notre roi est seul à l'intérieur. » Léo grimpa dans un arbre et aperçut Grandfeu. Malgré le brouhaha de la foule, il entendit 2 coups de sifflet. Aussitôt, le dragon fouetta le sol de sa queue et projeta une grosse pierre contre la muraille, qui se fissura. Puis, un long coup de sifflet retentit. Alors, Grandfeu cracha une flamme immense sur la porte du château, qui s'embrasa. La foule poussa un cri de terreur. « N'ayez pas peur !» leur cria Léo. « Ce dragon est inoffensif !» Mais personne ne l'écoutait. Et soudain, quelqu'un s'exclama. « Regardez ! Voilà le chevalier Hubert !» Le chevalier s'approcha du château et déclara. « Roi Édouard ! Je mets mon épée à votre service pour vous protéger du dragon. En échange, je vous demande 1000 pièces d'or. » Du haut des remparts, le roi observait le dragon avec terreur. Il répondit. « C'est d'accord. » Chapitre 3. Le chevalier au dragon. Le chevalier Hubert sauta de son cheval, tira son épée et fit semblant de frapper le dragon. Puis, discrètement, il siffla un coup bref. Le dragon se coucha à ses pieds et ne bougea plus. La foule pensa que le dragon était mort et se mit à hurler. « Hurrah! Vive le chevalier Hubert !» Le roi était soulagé. Il demanda au chevalier. « Tranchez la tête de ce terrible dragon. Je la veux comme trophée. Ensuite, vous aurez votre or. » Le chevalier Hubert haussa les épaules et pensa. « Bah, je suis riche à présent. Je n'ai plus besoin de ce dragon. » Il jeta au loin le sifflet. Puis, il saisit son épée à 2 mains et la brandit au-dessus de la tête de Grandfeu. Léo frémit. Il sauta de l'arbre pour aller ramasser le sifflet et siffla 3 coups.
le dragon se redressa brusquement et la foule poussa un cri de surprise. Puis, Léo siffla 2 coups brefs. Grand Feu fouetta l'air de sa queue et projeta le chevalier contre la muraille. Un long coup de sifflet retentit. Le dragon cracha une flamme gigantesque qui carbonisa la belle armure du chevalier Hubert et fit fondre son épée. Léo rejoignit son dragon et s'écria « N'ayez crainte, votre majesté, ce dragon est inoffensif. » Et il raconta toute l'histoire. Le roi écouta Léo et lui dit « Tu as démasqué un menteur et un traître. Et tu as montré que tu étais un garçon loyal et courageux. Pour te récompenser, j'ai décidé de te faire chevalier. » À ces mots, la foule se mit à hurler. « Hurrah! Vive Léo! Vive le chevalier au dragon !» J'apprends à lire présente Enquête sur la route du Far West. Une histoire de Pascal Hédelin avec Elliot, la maman d'Elliot. le papa d'Elliot. Oncle Frank, Abraham, Jonas, Rose, Shanky, Jim, le colonel Fox. Quelle expédition! Voilà des mois qu'Elliot et ses parents parcourent l'Amérique en chariot avec d'autres pionniers. Ils traversent d'immenses plaines désertes, affrontent les tempêtes. Leur but? Atteindre la côte ouest et ses belles terres à cultiver. Là-bas, ils seront enfin riches et heureux, c'est sûr. En attendant, Elliot trouve le temps long assis dans le chariot. Tiens, je vais jouer un peu d'harmonica. Ses parents bondissent. Ah non, pas question! Tu joues comme une casserole, Elliot. En fin d'après-midi, le convoi s'arrête près d'une rivière. Ouf, Elliot peut se dégourdir les jambes. Une fois les chariots placés en cercle, chacun s'occupe. Pendant que papa et oncle Frank chassent le lièvre, Elliot pêche. Le vieil Abraham nettoie et inspecte sa pipe à l'écart. Jonas, le trappeur, cherche du bois pour son feu. Rose, l'institutrice, lave sa lessive dans la rivière. Tiens,
Shang-Ti le Chinois observe la jeune femme d'un drôle d'air. Peu après, en regagnant son chariot, Rose s'écrie: Mon médaillon en argent! On me l'a volé! Un voleur? Elliot a sa petite idée sur son identité. Le soir venu, les pionniers dînent autour des feux de camp. Tout en savourant le ragoût de lièvre de sa maman, Elliot surveille Shang-Ti. Mal à l'aise, celui-ci rôde autour de Rose. Que cache-t-il dans ses mains? Voilà qu'il s'approche de l'institutrice et lui offre un petit bracelet de perles. Chère mademoiselle, acceptez ce modeste présent venu de mon pays. Zut! Elliot s'est trompé. Shang-Ti est innocent. Et bébête comme un amoureux. Après le souper, oncle Frank joue du banjo. Elliot l'accompagnerait bien à l'harmonica. Mais ses parents lui font les gros yeux. Tout à coup, le grand Jim s'écrie: Au voleur! On a pris ma pièce d'or sous mon oreiller! Abraham, qui sort des fourrés, remarque: Si j'avais de l'or, je le cacherais mieux que ça, nom d'une pipe. Ah oui? Et où étais-tu, au fait? Je faisais pipi. Jonas, qui était allé laver sa gamelle, intervient. Moi, quand je chassais les castors dans le désert de la soif, un Indien m'a volé mes bottes. Quelle ambiance! Maintenant, les pionniers s'observent avec méfiance. Au moment de se coucher, Elliot remarque qu'Abraham s'éloigne discrètement du camp. Que fabrique ce vieux grincheux? À pas de loup, Elliot le suit. Abraham s'approche de l'enclos, s'assoit près de ses vaches. Puis, il sort sa pipe de sa poche. Enfin, il essaie. Sa poche est vide. Il sursaute. Non, non, non! On a volé la pipe où j'avais caché ma pépite! Qui a osé? Ça va barder! À l'aube, le voyage reprend. Il faut longer une falaise, grimper sur une montagne escarpée. Les chariots dérapent, les bêtes ont du mal à les tirer. Les pionniers doivent continuer à pied. Ils tirent, poussent les carrioles et marchent toute la journée. À un moment, Rose trébuche contre une pierre. Et le grand Jim la retient. Attention, mademoiselle! Oh! Quel joli bracelet! Shang-Ti lui lance un regard noir. Jonas, le trappeur, intervient. Au fait, avez-vous retrouvé ce médaillon avec la photo de votre mère? Rose soupire. Hélas. Le soir, le convoi fait halte entre des rochers déchiquetés. Les pionniers sont épuisés par cette rude journée. Elliot engloutit son repas et file se coucher. Seul son papa et 2 sentinelles veillent. Au loin, des coyotes hurlent.
Malgré la fatigue, Elliot n'arrive pas à dormir. Flûte! Qui peut bien être ce voleur? Soudain, tout s'éclaire. Mais oui! Il s'est trahi! Comment savait-il qu'il y avait une photo dans le médaillon volé? Et puis, il a menti! On ne chasse pas les castors dans le désert! À cet instant, un bruit de pas attire l'attention du jeune garçon. Cela vient de chez Rose, qui pourtant s'est couchée depuis longtemps. Les guetteurs n'ont pas réagi. Ils dorment. Le cœur battant, Elliot se cache derrière la roue du chariot de l'institutrice. Brusquement, Jonas surgit. Entre ses mains brille le bracelet de perles. Elliot voudrait hurler, mais seul un petit cri sort de sa gorge nouée. Alors, il a une idée. Il saisit son harmonica et souffle très fort dedans. Aussitôt, les sentinelles s'éveillent. Oh, le voleur tente de s'enfuir. Trop tard. Il est pris. Le lendemain, le convoi atteint fort la nuit. Elliot conduit le chariot à la place de son père. Comme il est fier. Le prisonnier est confié au colonel Fox, ainsi qu'un gros paquet de billets trouvé sous sa selle, avec les objets volés. Le colonel est très satisfait. Félicitations! Ce bandit a dévalisé la banque de Fat City. Il n'est pas plus trappeur que moi. Il voulait juste filer au milieu de votre convoi. Les pionniers repartent vers les terres de leurs rêves. La route est encore longue. Mais Elliot ne s'ennuie pas. Il peut jouer tant qu'il veut de l'harmonica.